Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play consacré au preview de la saison 2025. Aujourd'hui, Baptiste, je suis tout seul puisque mes collègues m'ont laissé tranquille pour présenter les deux programmes de Virginie qui jouent en ACC, à savoir les Cavaliers de Virginia et les Hokies de Virginia Tech, deux programmes qui seront, à mon avis, assez intéressants à suivre pour des raisons variées. Je vous propose de commencer avec les Cavaliers de Virginia, euh, l'équipe de Charlottesville, donc en Virginie, une équipe dont on parle peu, mine de rien, dans l'univers du college football, une fac assez, on va dire, au fait académiquement parlant, pardon, et un petit peu plus en dedans en termes de football. Plus de ball depuis quelques années maintenant. Le recrutement de Tony Elliott il y a 3 ans en provenance de Clemson, où il était le coordinateur offensif notamment. Et un début, on ne va pas se le cacher, un petit peu poussif pour Tony Elliott, malgré une première saison entachée, vous vous souvenez, par les meurtres dans l'équipe de football qui avait coupé la saison un petit peu court. Forcément, une équipe qui était meurtrie par ce qui s'était passé. Un petit retour rapide sur la saison 2024 pour les Cavaliers. Une saison terminée avec un bilan de 5-7, malgré un bon départ. Donc 5-7, ça n'a pas permis d'aller jouer un bowl. 4 victoires par moment dans leurs 5 premiers matchs. Et après, un deuxième partie de calendrier beaucoup plus compliqué, avec notamment des grosses défaites contre SMU, Notre-Dame ou même Virginia Tech dans le match de rivalité. Pourquoi cette équipe sera intéressante à suivre? Alors, tout d'abord, c'est une équipe qui bouge peu. Tony Elliott en quatrième saison. Les deux cordeaux n'ont pas changé. Et pareil, c'est Tony Elliott qui les a fait venir avec lui, en la personne de Desmond Kitching et John Rudzinski. Donc, c'est une équipe qui est stable au niveau de son coaching staff. Et c'est une équipe qui a pas mal changé offensivement. Et ça, c'est plutôt intéressant, et notamment en poste de quarterback avec l'arrivée de Chandler Morris en provenance de North Texas. Pourquoi c'est excitant? Parce que tout simplement, il était l'un des top 10 en matière de yards TD et de yards tout court, que ce soit à la passe et à la course en QB dans tout le paysage du college football. Donc c'est forcément un joueur qui va être très excitant et on a hâte de voir ce que ça va donner sur le terrain. Malheureusement pour lui, son receveur numéro 1, Malachi Fields, est parti pour Notre-Dame. On en avait discuté avec Gus, qui était vraiment un très très bon coup. Euh, il va être orphelin, mais moi je ne me fais pas du tout de soucis pour cette capacité qu'a Chandler Morris pour trouver une nouvelle cible. Ils ont bien recruté sur le portail des transferts. D'ailleurs, ils ont récupéré un mec de Notre-Dame en la personne de Jaden Thomas, qui a pas trop joué, pas une grosse perte d'après ce que nous avait dit Gus, mais voilà, quand même quelqu'un avec de l'expérience. Voilà, donc ça c'est plutôt cool, il y a quand même pas mal de retours aussi, donc il devrait être quand même assez profond au poste de receveur et même de running back, euh, avec le retour de Xavier Brown qui était quasiment 500 yards à la course la saison dernière, donc plutôt intéressant. Et avec l'arrivée aussi de Jamari Traylor en provenance de North Carolina, où il a presque couru, non, North Carolina Central, pardon, excusez-moi, il a presque couru pour 2 milliards de là-bas, donc en FCS, mais quand même un gros pédigré. Quelques autres, on va dire, transferts venant d'un niveau un petit peu plus faible, notamment de Wyoming, pour donner de la profondeur à ce poste de running back. Pardon. Mais on va dire concrètement, ces postes de receveur et de running back devraient plutôt être bien, bien consistants, on va dire ça comme ça. Mais bon, la question quand même qu'on se pose, ça va être savoir si la ligne offensive va pouvoir être au diapason. Alors, ils avaient recruté Monroe Mills, que je connais bien parce qu'il avait joué à Oklahoma State 3 ans, je crois, avant de partir pour Louisville. Il a été plutôt bon à Louisville, il a transféré à Virginia et malheureusement il s'est blessé et il ne sera pas dispo pour cette saison-là. Et c'est quand même très clairement un gros coup dur sur la ligne. Alors, ils ont, je crois que l'intégralité. Alors, non, le côté gauche de la ligne n'a pas changé. Par contre, le côté droit a bien évolué. Donc, c'est une ligne qui va devoir se reconstruire littéralement. Mais voilà, je pense que Tony Elliott a vu un peu ce qui manquait pour passer un cap, et notamment au niveau offensif. L'année dernière, hein, c'était une des moins bonnes équipes du Power 5 en termes du Power 4, pardon, en termes de stats offensives. Ils étaient à peine à 22 points par match, ce qui les classait au 107e rang national. Donc c'était vraiment pas assez pour
espérer pouvoir aller un petit peu plus loin et jouer un bowl, puisque c'est très clairement l'objectif premier. Du côté de la défense, il y a une énorme question qu'on se pose, ça sera la secondary qui était vraiment le point faible de l'année dernière. Pareil, au niveau, ils étaient quasiment dernier ou pas loin en termes de yards à la passe contre eux. Donc ça sera vraiment le point névralgique de progression de la part de cette équipe des Cavaliers. Et donc, pour ce faire, ils sont fait venir pas loin de 6 defensive backs depuis le portail des transferts. Alors, je ne vais pas vous les citer, mais voilà, c'est des joueurs avec quand même un pedigree, puisqu'ils viennent de Tennessee, de Louisville, de Miami ou de Cincinnati, donc des joueurs qui ont joué dans des grosses facs, et donc qui ramènera leur expérience. Et forcément, je pense que le succès des Cavaliers cette saison, ça passera par une secondary meilleure, aussi simple que ça, meilleure que la saison dernière, parce qu'au niveau offensif, ça devrait être le cas. Beaucoup plus de certitude pour le front 7, avec notamment les retours à l'intérieur de la ligne de Jamir Carter et de Anthony Britton, qui sont deux bons joueurs et qui devraient faire peser leur expérience, parce qu'ils sont seniors et juniors l'un et l'autre. Et bien sûr, les deux linebackers, Cam Robinson et James Jackson, qui sont les 4 peut-être potentiellement meilleurs joueurs entre guillemets de la saison dernière en défense, qui sont de retour. Et donc ça, c'est plutôt cool, même si effectivement, s'il n'y a pas une amélioration de la secondary, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Mais honnêtement, sur le papier, cette équipe des Cavaliers, elle est plutôt agréable et elle devrait plutôt faire parler d'elle en bien, pour une fois, parce que c'est vrai qu'on n'est plus trop habitué de parler des Cavaliers. Donc voilà. Voilà pour un état des lieux rapide, voilà, avec de la profondeur sur les lignes, sur les postes de receveur et de running back en attaque, avec un quarterback hyper expérimenté, et donc on sait que c'est souvent quand même la clé du succès, mais une ligne qui peut poser un peu des soucis, en tout cas poser des questions, et notamment le gros transfert de Monroe Mills qui ne se fera pas à cause d'une blessure, enfin en tout cas qui s'est fait mais qui ne jouera pas à cause d'une blessure. Voilà, une attaque qui va être sympa à suivre. Du côté de la défense, donc un front 7 qui devrait faire le taf, mais une secondary à reconstruire, chose qui a été fait sur le portail des transferts. On va se projeter maintenant sur le calendrier de la saison. Alors, un calendrier qui est quand même relativement abordable quand même. Je vais vous faire le calendrier. Donc, Coastal Carolina pour attaquer la saison. Ensuite, ce sera un déplacement à NC State, une équipe de l'ACC, mais qui ne compte pas dans le calendrier ACC, puisque l'ACC a l'excellente bonne idée de ne jouer que 8 matchs de conférence par saison. Donc j'aime bien taper sur la SEC parce qu'ils font ça, mais je tape aussi sur l'ACC parce que c'est n'importe quoi. Donc après une confrontation, 3 matchs de suite à domicile, William & Mary, une FCS, Stanford, Florida State, un déplacement à Louisville, une réception de Washington State, un déplacement à North Carolina, puis à Cal, une réception de Wake Forest, un déplacement à Duke, une bye week juste avant le match de réhabilité contre Virginia Tech à domicile. Donc c'est quand même on dirait un calendrier quand même plutôt intéressant, et il y a un monde où Virginia commence la saison à 5-0. Alors je dis pas que ça arrivera, je pense que le déplacement à NC State sera pas simple, mais quand on regarde les autres équipes, Coastal Carolina à domicile, William & Mary CFCS, ça va faire win, Stanford ça doit faire win au vu de l'état du programme et des péripéties qu'il y a eu à l'intersaison. Et pareil, Florida State à domicile. On ne sait pas trop de quel bois sera fait les Seminoles cette année. Donc pour moi, c'est tout à fait envisageable un départ à 5-0. Après, la fin est un peu plus compliquée, mais il n'y a pas de Clemson, il n'y a pas de Miami. Donc quand même, je trouve quand même qu'ils ont un calendrier qui est quand même très abordable, et ne pas les voir jouer un bowl, ça serait quand même assez décevant, et je pense quand même que c'est très clairement l'objectif, et si ça ne se fait pas, je pense quand même que ça sera le champ du cygne entre guillemets pour Tony Elliott, voilà, 4 ans et avec un effectif quand même qui me semble un peu plus taillé pour jouer les premiers rôles en ICC. Alors je ne les vois pas jouer la finale de conf, qu'on soit très clair, mais voilà, Chandler Morris et des armes en attaque. Honnêtement, Chandler Morris pourrait même finir dans l'équipe All ACC, ça ne m'étonnerait pas du tout, qu'on soit très clair. Donc voilà, même s'il y a Keitonic et Carson Beck, on est bien d'accord, mais je ne m'attendrais pas de le voir prendre une troisième équipe sans aucun souci. Voilà, pour vous faire un état des lieux rapide des Cavaliers. Alors je vais le dire, je vais essayer de faire un compte rapidos. Coastal, William Mary, ça fait, on va dire 4 sur les 5 premiers matchs. Washington State, ça peut faire win, ça fait 5. Et Atcal, voilà, ça fait une 6e victoire, et je pense qu'on peut faire 6-6
voire honnêtement, si ça tombe bien, 7-5, voire 8-4, mais ça me semble quand même un peu plus hypothétique. Parce que même si il y a une évolution quand même positive, il manque peut-être un peu de playmaker, notamment défensif. Et même si la secondary a été, on va dire, remaniée, il n'y a pas d'énormes noms non plus sur le portail de transfert, qu'on soit très clair. Donc voilà, ça sera quand même à suivre. Et ben on va passer maintenant aux Hokies de Virginia Tech. Voilà, un programme qui est beaucoup plus connu, Metallica, Enter Sandman en intro, etc., etc. Mais quand même un programme qui a du mal à exister à l'heure actuelle, hein, qu'on soit très clair. Hein, on est quand même loin des années Shane Beamer et compagnie. Donc voilà, c'est un peu on fait un peu la grise mine du côté Blacksburg, hein, qu'on soit très clair. Brian Pry, le head coach, qui là maintenant depuis sa 4e année aussi pour lui, n'est seulement à 16-21 en 3 ans, c'est quand même pas extraordinaire. Puis on n'en parle plus en fait, et je pense que c'est ça. Quand tu sens qu'un programme va mal, c'est qu'on parle même plus de toi. Tu vois. Autant Oklahoma State, on a beaucoup parlé parce que c'était le caca, Florida State aussi. Donc il y a encore de la vie d'une certaine façon. Mais quand on est dans le marasme, entre guillemets, du milieu de ces conférences respectives et qu'on parle jamais de soi, de temps en temps sur un upset, mais encore dans le cas de Virginia Tech, ça a été quand même relativement rare ces dernières années. Bah voilà, en fait, on n'existe plus voilà, c'est plus dur de recruter, c'est plus dur de faire qu'on parle de soi, de vendre sa marque, etc., etc. Et on en est un petit peu là pour Virginia Tech. Alors, au contraire de leurs rivaux de Virginia, il y a eu du changement du côté du staff des Hokies, avec notamment l'arrivée de Philippe Montgomery au poste de coordinateur offensif, l'ancien head coach notamment de Tulsa, qui était voilà, plutôt bon quand il avait ce rôle-là à Houston, Baylor et Auburn. Donc voilà, il n'y a pas de raison que l'attaque devrait pas moins bien fonctionner que l'année dernière, parce que ça a été un petit peu décevant, notamment au niveau de la passe. Alors que la défense a été quand même plutôt bonne. Il y a eu aussi un changement au poste de défensif coordinateur en personne de l'arrivée de Sam Sikiev, l'ancien coach des linebackers des Cardinals. Voilà, un défensif coordinateur assez jeune. On va voir ce que ça va donner aussi. Donc voilà, avec plutôt une expérience au niveau NFL, mais voilà, j'ai pas vraiment d'avis sur le bonhomme, puisque voilà, il était simplement entre guillemets coach de linebacker, mais voilà, c'est un coach jeune avec peut-être des nouvelles idées. Il faut peut-être je pense un petit peu ça pour pas sauver Brent Pry, mais peut-être quand même un petit peu. Enfin, je vais être tout à fait honnête, hein, les Hokies ont joué 2 bowls ces 2 dernières années, mais on est loin de leur standard, et je pense que c'est pas impossible qu'on voit Brent Pry viré, hein, tout simplement, du poste de head coach des Hokies, parce que les fans et l'administration aspirent peut-être un petit peu mieux, et on peut les comprendre au vu du passé du programme. L'année dernière, donc, une saison 6-7, qualification pour un bowl, perdu contre Minnesota. Voilà, une saison dans l'anonymat, avec notamment une défaite en semaine 1 contre Vanderbilt, dont à l'époque on s'était beaucoup moqué. Vanderbilt était un peu moins mauvais qu'on aurait pu s'attendre, mais voilà, ça le fait toujours un petit peu mal. Ouais, des défaites contre Rutgers, une défaite contre Miami, pas dégueulasse non plus, et puis des victoires assez tranquilles comme Stanford, Georgia Tech et Virginia dans le match de réalité qui permet de se qualifier pour un bowl. Une victoire hyper importante, puisque voilà, on fait un petit peu coup double à ce moment-là. Alors, au niveau de la revue d'effectifs, une bonne nouvelle du côté de l'attaque, c'est le retour de Kyron Jones, le quarterback, un quarterback double menace. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce qu'il a montré qu'il pouvait être tout à fait un bon quarterback de college football, mais la saison dernière, il s'est blessé, donc attention. Toujours un petit peu de mal avec ces profils de double menace qui sont forcément, prennent plus de coups et sont plus tendance à se blesser. Donc voilà, donc attention, mais ça devrait quand même être un bon quarterback d'ACC et il devrait quand même peser de tout son poids. Malheureusement pour lui, l'offensive line est vraiment toute nouvelle. Et ça, on ne sait jamais ce quoi ça va donner. Alors, ils ont pioché sur le portail des transferts, bien évidemment, comme ça se fait maintenant de manière générale. Mais voilà, c'est une toute nouvelle O-line, à voir ce que ça va donner. Et que voilà, Kyron Jones aura besoin d'être protégé, sachant que le seul retour d'un autre titulaire, c'est le poste de tight end. Hein. C'est Benji Gonel, pardon. Tout le reste, ça a changé. Toute arrivée de nouveaux running back, nouveaux receveurs aussi. Donc voilà, une attaque qui sera complètement tout à reconstruire, à part le poste de quarterback. Donc paradoxalement, j'ai beaucoup moins de foi dans cette équipe au niveau offensif des Hokies par rapport
à Virginia, même s'il y a un changement de quarterback, mais là il y a tellement de changement de tout que c'est un peu dur de se projeter en disant ouais l'attaque va bien fonctionner parce que bah on n'en sait rien et quand tu as un quarterback qui a tendance à se blesser aussi au poste de QB1, bah, tu sais pas ce que ça va donner à la sortie. Le poste de running back 1 devrait être tenu par Terrion Stewart, l'ancien running back de Bowling Green. Vous savez comment ça fonctionne. Les gros poissons mangent les petits, les gros programmes vont piquer dans les programmes du groupe of six, maintenant on va les appeler comme ça, pour renforcer les joueurs qui partent. Donc voilà, ça a été le cas. Un bon joueur qui est du côté de Bowling Green. Donc voilà, ça va être la cible numéro 1 au niveau du poste de running back. À suivre bien évidemment, à voir s'il est capable de faire la transition dans un calendrier qui sera quand même un petit peu plus relevé avec une toute nouvelle ligne offensive. Quoi dire d'autre au poste de receveur? Ils n'ont perdu beaucoup de monde sur le portail des transferts, mais paradoxalement, ils ont aussi recruté beaucoup. Voilà, je ne vais pas vous faire une liste aussi pareil, ça fait un peu liste à la Prévert, mais voilà, simplement des joueurs qui viennent de Tennessee, de Wake Forest, enfin voilà, donc pareil, un peu comme Virginia, des joueurs avec de l'expérience, je pense qu'il y a besoin de ça, des joueurs qui ont été habitués à jouer dans des grosses équipes, dans des gros programmes, donc à voir ce que ça va donner bien évidemment, mais je ne suis pas hyper convaincu pour l'instant parce que ce que les Hokies ont montré et ce qu'ils ont recruté, parce que pareil que Virginia, je me demande quand même si ça va quand même pas manquer de playmaker. Alors, Karen Drones, pardon, en est un lui tout seul, mais voilà. Je pense que Terrence Stewart, le running back, va devoir vraiment tirer son épingle du jeu, lui qui était quasiment à 900 yards l'année dernière avec Bowling Green. Donc à voir ce que ça va donner, sachant que c'est un bon pot à running back, donc à voir si la ligne offensive est capable de lui ouvrir des bonnes brèches. Du côté de la défense, alors, il y a énormément de joueurs qui sont partis. On compte à peu près 12 joueurs qui ont été soit titulaires, soit des membres de la rotation assez importante à être partis. Mais paradoxalement, il y a quand même pas mal de joueurs qui sont revenus, notamment le duo de linebacker, Jalen Keller et Caleb Woodson, 155 tackles à eux deux. Donc voilà, donc l'expérience au poste de linebacker, ça c'est plutôt cool, et une ligne défensive qui devrait quand même plutôt bien fonctionner. Avec notamment Kevin Gilliam Jr. Et Keishan Burgos, voilà, qui sont probablement les deux meilleurs vétérans entre guillemets déjà présents dans le line-up l'année dernière et qui ont joué pas mal la saison dernière et qui seront a priori titulaires cette saison. Voilà, une défense qui était pas si mal que ça, hein, qu'on soit très clair. C'était plutôt la force des Hokies, notamment contre la passe, pardon. Voilà, à voir s'ils ont capacité à évoluer parce que malheureusement toute la secondary est à reconstruire et donc pareil, à suivre ce que ça va donner. Alors un nom peut-être à vous suivre dans tout ça, c'est Quentin Reddish, le safety sophomore, voilà, un nom qui revient pas mal d'après les échos des insiders, j'ai envie de dire, donc un nom à suivre, et cette secondary aura besoin d'avoir des playmakers qui se détachent de tout ça parce qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience, pas de seniors a priori dans le depth chart, plutôt des juniors et des sophomores, et sans beaucoup d'expérience. Donc voilà, pas mal d'arrivées aussi sur le portail des transferts. Pareil, là je ne vais pas vous faire une liste, mais voilà, notamment un joueur qui vient de Clemson, Sherrod Coville, qui a pas mal d'expérience, donc à suivre bien évidemment. Voilà pour un état des lieux de l'attaque et de la défense des Hokies, donc pour vous schématiser tout ça. Une attaque à reconstruire derrière un quarterback bien, on va dire, bien au fait du système. Donc ça, c'est plutôt cool. À voir, par contre, parce que changement de coordinateur offensif. Donc à voir bien évidemment ce que ça va donner au niveau du... Après, moi, je me fais pas de soucis, parce que Philippe Montgomery n'a pas été un très bon head coach à tout ça. C'est très compliqué d'être head coach à tout ça, de toute façon. Mais il a quand même prouvé à nombreuses reprises et à différentes échelles qu'il a été capable d'être un bon coordinateur offensif. Donc ça, je me fais pas de soucis là-dessus. Et il a un quarterback qui a de l'expérience, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, effectivement, il a tout à construire autour de lui, donc attention. Niveau de la défense, une ligne défensive qui devrait être un front seven, un peu la manière finalement de Virginia, un front seven qui va être plutôt intéressant avec des vétérans au poste de linebacker et une secondary à reconstruire avec des joueurs un peu plus jeunes et du portail des transferts. Donc à voir ce que ça va donner. Je vous propose maintenant un petit détour vers le calendrier avec un calendrier plutôt sympa, avec deux équipes de la SEC pour commencer, contre South Carolina à Atlanta dans un match sur terrain neutre, donc, ce qui est nul, bouh, on est bien d'accord. Vanderbilt à domicile, Old Dominion à domicile, Beaufort à domicile, un déplacement à NC State, Wake Forest, un déplacement à Georgia Tech, Californie à domicile, Louisville à domicile, un déplacement à Florida State, Miami à domicile et Virginia pour
terminer la saison, sachant que eux n'auront pas de bye week avant ce dernier match. Donc c'est peut-être un petit détail, mais ça peut être intéressant à voir ce que ça va donner. South Carolina, je pense que ça va être compliqué quand même. Même si j'attends de voir quand même les Gamecocks de quel bois ils se chauffent, j'ai envie de dire. Je pense quand même qu'ils sont largement favoris. Je pense que ça va être. Si les Hokies battent les Gamecocks, c'est pas une très bonne nouvelle pour les Gamecocks, c'est une très bonne nouvelle pour les Hokies. Enfin voilà. Mais je pense que ça sera un petit peu bizarre. La revanche contre Vanderbilt, ça c'est un match qu'ils doivent gagner, hein, qu'on soit très clair. C'est un match à domicile, ils ont perdu l'année dernière là-bas. Ils ne se doivent pas de perdre ce match-là. Old Dominion, équipe Group of Six, ça devrait passer. Wofford, équipe FCS, ça devrait passer. NC State, pareil, ça pourrait passer. Moi, je sais pas. Enfin, c'est deux équipes qui doivent être à peu près d'un niveau équivalent. Donc, pareil, un peu comme Virginia, finalement. C'est pas impossible qu'on voit les Hokies avec un bilan, par exemple, de 5-1. Parce qu'après, c'est Wake Forest à domicile. Bon, après, la deuxième partie, c'est un peu plus compliqué. À Georgia Tech, Louisville, à Florida State, Miami. Mais pareil, un peu comme. En fait, c'est un peu un miroir entre les deux programmes. C'est qu'ils ont quand même un calendrier relativement ouvert, moi, je trouve, en ACC. Et donc, pareil, je pense qu'un bowl, c'est le minimum syndical. Alors, c'est vrai que l'année dernière, c'était plutôt cool. Parce que si je dis pas de conneries, les deux équipes ont joué pour jouer un bowl finalement à la fin. Ce dernier match, c'était pour un bowl. Donc, voilà, oui, c'est ça, en plus, oui, c'est ça, parce que les deux équipes étaient à 5-6 avant ce match-là. Donc voilà, donc c'est pas, ça m'étonnerait pas que ça soit le cas cette année, parce que les calendriers et les équipes ont l'air d'avoir progressé. Mais j'ai quand même beaucoup plus de réticence à penser que les Hokies vont vachement progresser par rapport à l'année dernière, parce que cette attaque, il n'y a pas de certitude pour l'instant, et qu'on a un quarterback qui est déjà qui a une historique de blessure, donc à voir ce que ça va donner. Je les donne quand même. South Carolina Lost, donc non. Vanderbilt 1, 2, 3. NC State, je vais dire non. Je vais dire Wake Forest, ça fait 4. California, ça fait 5. Ah non, mais non, ça fait, ouais, je vais dire 6-6 avec potentiellement une victoire à Virginia ou quelque chose comme ça. Mais voilà, ça me semble le pronostic le plus simple. Alors, c'est pas impossible qu'ils finissent à 7-5. Je mets un plafond plus bas que les Cavaliers. C'est bizarre que ça puisse paraître. Mais le calendrier est quand même un petit peu plus compliqué. Parce qu'il y a Miami, parce qu'il y a South Carolina. Donc voilà. Voilà pour les deux programmes de la Virginie, deux programmes dont on parle peu. Donc voilà, c'est toujours important de parler quand même des programmes qu'on parle peu. Alors, s'il y en a un des deux à suivre, Virginia Tech, bien évidemment, pour les matchs au Lane Stadium, bien évidemment. Mais je regarde le calendrier, est-ce qu'il y a vraiment un match à pas louper? Peut-être contre Miami le 22 novembre. Une des vidéos les plus vues sur YouTube, c'était un match à Miami, contre Miami, pardon. Donc, peut-être un remake de tout ça, à voir. Et je pense que Virginia sera quand même un peu plus sympa à suivre avec Chandler Morris, quand même un quarterback qui est quand même plutôt cool et dont on aimerait voir dans un autre contexte que North Texas qui peut donner. Voilà, je vous fais des bisous, je vous remercie de votre écoute et puis on souhaite une bonne chance à ces deux programmes qui en auront besoin, en tout cas les deux head coachs, parce que sinon ça risque d'être la dernière saison pour eux. Allez, ciao tout le monde et à bientôt pour d'autres previews.